Voilà, donc vous avez dû avoir un message pour autoriser les choses. Donc on est dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie au travail. C'est cette semaine avec de nombreux événements que vous retrouvez sur le site dédié à la SQVT 2021 avec un thème particulier cette année sur le travailler ensemble. Qui fait sens par rapport à la période vécue, mais globalement, avec beaucoup de leviers et beaucoup d'enjeux autour du travailler ensemble, à la fois pour la qualité de vie au travail et pour la performance des organisations. On vous propose aujourd'hui de zoomer sur la question des collectifs au travail. Alors, quelques collectifs, parce qu'il peut y en avoir de nombreux. Et c'est pour ça qu'on a demandé à nos deux directrices de contribuer en illustrant 3 types de collectifs qu'on balayera ensemble. Je regarde si Coralie, est-ce que le souci technique est réglé? J'ai demandé à Marie-Christine de l'appeler là pour voir avec elle. Apparemment, le lien ne fonctionne pas, donc on a des soucis. Désolée. Bon, Marie-Christine la contacte donc Madame Genoël. On va commencer par une présentation peut-être de la RACT et puis enchaîner. Pour donc les questions-réponses, tu as informé la possibilité donc de nous poser des questions au fur et à mesure en cliquant sur converser. Et puis à la fin du temps de l'échange, on a prévu un temps donc, pour répondre à vos questions tout ensemble. Donc, le réseau ANACT-ARACT est donc composé de l'ANACT, qui est donc l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui est sous tutelle du ministère du Travail et qui est composé de 16 associations, une par région. Et donc, nous, on est l'ARACT Bretagne et on est composé d'une équipe de 10 personnes et on a toutes le même objectif qui est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. On a également un autre objectif qui est donc de concevoir et de diffuser des méthodes et des outils pour progresser durablement en matière de qualité de vie au travail. Et la particularité des ARACT, c'est que ce sont des structures paritaires dans lesquelles il y a donc un conseil d'administration dans lequel il y a des représentants pour les salariés, donc des syndicats pour les salariés et un syndicat pour les patrons. La SQVT est donc la semaine qualité de vie au travail. Elle est organisée par le réseau ANACT-ARACT dans l'objectif de valoriser la démarche d'entreprise et des partenaires qui permettent donc d'améliorer la façon de travailler collectivement. Et donc, le thème de cette année s'est un peu imposé à nous, puisque au vu de ce qu'on a traversé, de la crise sanitaire que l'on vit actuellement, on dédie donc le thème de la SQVT de cette année sur le collectif de travail, puisque au vu du contexte, on voit bien que le collectif est un levier incontournable pour permettre le maintien de l'activité dans de bonnes conditions. Donc, le webinaire est animé avec ma collègue Lise Delcourt et donc ma Coralie Guillou. Nous sommes toutes les deux chargées de mission au sein de l'ARACT Bretagne. Et au niveau des participants, donc en principe, et j'espère, Madame Genoël va nous rejoindre. Elle est directrice de la résidence Notre-Dame de Lourdes à Domalin. On a été en contact avec l'EHPAD parce qu'on a mené une action de retour d'expérience financée par l'ARS. Donc, la RACT Bretagne a accompagné cet EHPAD pour une action de retour d'expérience. Et il y a également Madame Annex Dao, donc directrice du PIMS 35. Et la RACT Bretagne a accompagné également le PIMS dans le cadre du dispositif Objectif Télétravail, dispositif qui est proposé par le ministère du Travail et qui est proposé à toutes les entreprises de moins de 250 salariés et qui comptent être accompagnées pour améliorer les conditions de travail sur des questions organisationnelles au vu de la crise que nous traversons tous. Le thème donc pour ce webinaire, on l'a donc intitulé le collectif les collectifs au travail, source de progrès, mais qu'est-ce qu'on appelle les collectifs? Et donc, on voulait prendre un temps pour définir les collectifs et voir les différents niveaux qu'il pouvait y avoir sur les collectifs. Donc, merci à Madame Annex Dao d'être présente pour témoigner et j'espère que Madame Genoël va nous rejoindre prochainement.
Et on a donc vu un premier niveau d'interrogation sur les collectifs, c'est le collectif des bénéficiaires. Donc, le PIMS 35, vous accompagnez donc des personnes fragiles socialement. Est-ce que déjà le nombre de bénéficiaires est-il le mot le plus approprié quand on parle du collectif des bénéficiaires? Et comment impliquer donc les bénéficiaires dans le… Madame Genel nous rejoint, donc ravie de vous retrouver. J'espère que vous Ouais, entendez ça y est, bien. c'est bon. Super, merci beaucoup. Bon, merci. Merci. Donc, Madame Nexdao, comment impliquer les bénéficiaires pour améliorer et dans le collectif, et également quels sont les objectifs, le fait d'impliquer les bénéficiaires. Donc, on va vous laisser un petit temps pour présenter votre point de vue et définir de votre point de vue les collectifs des bénéficiaires. Oui, merci. Merci à l'ARACT, ANACT de m'accueillir et puis de faire en sorte de témoigner. C'est sympa. Également, en effet, le PIMS Médiation Rennes a bénéficié d'un accompagnement de votre part. Il y a eu une prise de contact au niveau en juin 2020 et une mise en place avec Lise Delcourt sur toute la partie de septembre à décembre 2020 dans le cadre d'Objectifs Reprise, donc, ce qui a permis d'impliquer en effet l'ensemble de l'équipe, médiateurs sociaux, enfin pas tout, puisque le PIMS Médiation Rennes, d'abord dans un premier temps, c'est une structure de médiation sociale qui propose ces actions-là pour ses adhérents, ces adhérents sont des grandes entreprises ayant mission en délégation de services publics. Donc, on a deux objets dans notre association. D'une part, de proposer des actions de médiation sociale à ses adhérents et d'autre part, d'être une plateforme tremplin professionnel pour les médiateurs sociaux recrutés en majorité dans le cadre des contrats aidés. Voilà pour la structure. Elle existe depuis donc 14 ans, 15 ans, bientôt 15 ans à Rennes. On est situé dans un quartier politique de la ville et on accompagne les habitants. Et on emploiera davantage ce terme. En fait, ce sont les clients en difficulté de nos adhérents. Donc, par exemple, pour donner un exemple, EDF a un souci avec certains de ses clients qui sont en difficulté de compréhension des factures et donc de paiement de ces factures également. Et donc, les médiateurs vont, dans un devoir de neutralité, puisqu'on est adhérent, enfin, certifié à la norme métier de la médiation sociale, donc de proposer, d'avoir une posture de neutralité, bien sûr un cadre déontologique à respecter, et de travailler en médiation et en lien avec ses bénéficiaires, ses usagers, ses clients en difficulté de nos adhérents. Donc en fait, il y a plusieurs termes, on peut dire habitant, on peut dire usager, voilà, c'est plus les termes consacrés. Donc, on est une entreprise, on est une association loi 1901 qui fonctionne comme une TPE avec 3 grands secteurs dans la médiation, le transport, donc dans les transports en commun, l'énergie pour nos adhérents dans le champ de l'énergie, EDF, Engie, Enedis, Veolia Eau du bassin rennais. Et donc des actions plus multiservices où là on a des lieux d'accueil des bénéficiaires ou alors on va vers. Alors sur le sujet de comment impliquer les bénéficiaires pour quels objectifs, en effet le PIMS en avril de cette année a déménagé et donc notre plateau d'accueil des bénéficiaires passait de 30 mètres carrés à 75 mètres carrés. Donc, il était important pour nous de s'interroger sur nos pratiques et de vérifier comment les améliorer. Le travail dans Objectif Reprise avec l'ARACT a permis de débroussailler certaines choses et on a souhaité aussi embaucher le TILAB qui avait déjà fait un travail sur les maisons de service au public en local, le TILAB et le Lab Access, pour nous accompagner par le design pour imaginer le futur. Voilà, donc
c'est une démarche couplée par une analyse aussi, d'évaluer nos activités au travers de nouveaux objets. Et donc, c'est sur le principe de la recherche-action, donc d'impliquer aussi les salariés et les usagers dans des ateliers en amont, à la réflexion, pour voir dans la projection sur ce nouveau lieu, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme prototype, créer des maquettes, voilà, et réfléchir. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une bénéficiaire qui était malentendante. Donc, ça nous a fait réfléchir aussi à notre signalétique. Et on est souvent avec un public aussi qui a des soucis de compréhension de la langue française, des personnes étrangères ou de petits niveaux de compréhension de la langue française. Donc, on a imaginé une signalétique en cohérence aussi avec leurs besoins. Et pour exemple, on a créé des bandes de couleurs avec comment on appelle ça, par exemple, on voit quelqu'un devant un ordinateur pour illustrer l'espace de la médiation numérique, voilà, comme l'espace d'attente, des panneaux mobiles à l'entrée devant nos vitres qui invitent et qui créent l'accueil, hein, le côté bienvenu, nos horaires, donc qui donnent aussi de l'information, vous voyez, et qui peut être changé et modulé selon si on est à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu. Voilà, on a créé des panneaux mobiles. Voilà, pour vous donner des exemples aussi, et ça c'est un exemple qui coule de source, mais néanmoins, le fait de s'arrêter avec les salariés, les usagers bénéficiaires, la designer et demain les chercheurs, permettent, voilà, par exemple, on a acheté des petites tables rondes qui remplaceront nos bureaux, c'est-à-dire qui vont casser aussi et mettre en rupture avec le côté institutionnel classique hein, de l'accompagnement dans les démarches administratives. Donc, le médiateur va accueillir dans un lieu un peu plus chaleureux, où l'objet, c'est de mettre en avant aussi l'accueil et l'écoute, donc se différencier aussi, amener de la chaleur. Et sur ce bureau en table ronde, en bois, qu'on peut trouver dans toutes les salles à manger, on met un plateau tournant qui va permettre, alors je ne sais pas si vous visualisez en même temps que je vous parle, mais ce plateau tournant, l'ordinateur est dessus et donc quand on accompagne les personnes dans les démarches administratives dématérialisées, hein, aujourd'hui on le sait, hein, beaucoup de démarches sont dématérialisées, c'est pour ça qu'on élargit l'accompagnement des publics aussi au public senior, au public étudiant sur les démarches administratives. Et donc, on va être vraiment dans la logique de la norme métier, de la médiation sociale et son cadre déontologique, c'est-à-dire de faire avec et non à la place d'eux, et d'orienter vers l'autonomie nos bénéficiaires, et donc de tourner ce plateau vers la personne qu'on accompagne. Là, il faut qu'on achète, vous voyez, des petites choses simples, hein, comme un clavier sans fil, pour pouvoir aussi en avoir deux, hein, avec les règles aussi sanitaires. Ça aide pas sur les possibilités voilà, de prendre la main sur. Il vous reste 2 minutes. Super. Merci, merci. Je ne sais plus quand j'ai vu, parce que quand je regarde, des fois, ce n'est pas forcément synchro. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, Madame Anexdao, c'est qu'effectivement, il y a eu le croisement des parcours des usagers et le parcours des travailleurs, ce qui a permis d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, mais également d'améliorer l'offre de services auprès des usagers. Et ça combine les conditions de travail et la qualité de vie au travail pour les travailleurs et la performance également de votre association vis-à-vis de ce qui peut être proposé auprès des usagers. Exactement, c'est ticket gagnant. Et donc ensuite, il va y avoir du coup une évaluation par les chercheurs du Lab Access, du TILAB, sur nos pratiques. Voilà, donc on en est là, on essaie les prototypes qui sont venus s'installer. Et donc, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn ou les réseaux sociaux pour voir les avancées en la matière. Donc, en plus du croisement entre les professionnels et les usagers, il y a aussi le croisement avec les compétences externes pour compléter justement les réflexions qui peuvent être menées avec un même objectif.
Exactement. Merci beaucoup, Madame Anaxao, pour cette Avec première plaisir. illustration sur le collectif des bénéficiaires. Madame Genoël, ravie de vous, de vous trouver et merci de nous rejoindre malgré les complications qu'il y a pu y avoir. Donc, l'EHPAD Notre-Dame de Lourdes à Domalin, lui, il a comme objectif d'accompagner plutôt les personnes âgées. Donc, quand on parle de bénéficiaires, on parle de personnes âgées, mais il y en a certainement d'autres. Et à travers de vos pratiques et de votre partage, je sais que vous avez une vision plus large. Donc, merci de nous la partager également. Je vous remercie. Bon, je tiens à m'excuser pour ce petit problème technique. On avait tout testé avant, mais bon, voilà, ça fait partie des aléas du direct. Donc oui, je vais vous présenter donc quelques éléments qui ont concernant donc comment impliquer les bénéficiaires et pour quels objectifs. Comment nous avons travaillé, notamment par rapport à la crise sanitaire que nous venons de vivre pour le coup, puisqu'en fait c'était vraiment une période particulière. Donc pour nous, les bénéficiaires en fait sont en effet alors c'est essentiellement les résidents que nous accompagnons, mais c'est aussi les familles de ces résidents-là, puisque pour cette crise, en fait, ils ont vraiment été aussi impactés. Et comme nous l'ont dit très souvent les résidents, nous, ça va, mais c'est les familles qui sont un peu plus angoissées. Donc en fait, comment on a fait pour impliquer ces bénéficiaires? Donc tout d'abord, les résidents, on a mis en place des échanges formels au tout début de la crise, puisque c'est vrai qu'on avait pléthore d'informations qui tombaient par l'ensemble des médias. Et nos résidents sont comme tout un chacun. Alors, ils n'ont pas tous Internet, mais ils ont beaucoup les informations télévisées ou par journaux. Et aussi le facteur anxiogène un peu plus des familles, puisque nous avons très rapidement été obligés de fermer l'établissement, comme tous les établissements, pour des raisons sanitaires. Donc on a mis en place donc, des échanges formels hebdomadaires avec l'ensemble des résidents. Donc ils participaient à ces échanges, donc les résidents bien sûr, mais également moi j'étais accompagnée des infirmières. Donc voilà, donc c'était essentiellement des informations descendantes qui avaient pour but de rassurer et de préciser les informations qu'eux avaient pu avoir par les médias ou enfin quels qu'ils soient, que ce soit des médias papier ou des médias visio. Lors de ces informations, donc il y avait aussi beaucoup de questions qui émanaient de leur part, puisque voilà, les informations que nous avions qui émanaient des ministères et qu'eux ils avaient maintenant des différents médias n'étaient pas tout à fait les mêmes, hein, donc il fallait qu'on explique les informations et surtout qu'on explique les décisions qui avaient été prises et pourquoi on devait fermer les EHPAD, pourquoi on devait isoler ou pas en chambre, puisque c'était des décisions nationales. Malgré tout, chaque établissement a quand même un pouvoir un pouvoir. Oui, il reste décisionnaire dans son établissement et c'est vrai que nous, on a décidé en équipe pluridisciplinaire, et on y reviendra sur le point suivant, de ne pas isoler en chambre, donc de ne pas confiner en chambre l'ensemble de nos résidents et de maintenir l'ensemble des activités. Donc là, c'était vraiment un échange qu'on faisait avec les résidents, on expliquait le pourquoi des choses. Et parallèlement, on faisait la même chose avec les familles. Donc là, c'était un peu plus compliqué puisque ça ne pouvait pas être des échanges en direct, mais c'était quand même des échanges par mail. On a aussi une page Facebook qu'on a vraiment mis en avant, donc qui est réservée simplement aux familles et aux proches des résidents. On a demandé vraiment à chacun de se connecter à cette page Facebook, puisqu'en fait, ça nous permettait, nous, des échanges vraiment rapides avec les familles. On faisait aussi des communications par mail, par téléphone, par visio. Donc, on a utilisé toutes les possibilités que nous avions. Donc, aussi bien par Zoom, par WhatsApp, par Messenger, etc. etc. Les téléphones, les mails, enfin voilà. Et ça permettait aussi à des familles qui sont loin d'avoir des informations et de rester connectées à la vie de la résidence qui était pour le coup fermée. On a aussi mis en place une charte à respecter, donc ça quand on a réouvert après le confinement, donc réouvert l'EHPAD,
une charte avec des règles communes qui avaient été discutées avec les résidents, pour le coup, avec ces réunions hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, même quand c'était nécessaire, sur les conditions de réouverture de l'établissement et de la circulation de l'information entre les résidents, les familles et l'importance de la communication, puisqu'il fallait vraiment que les protocoles soient vraiment respectés par tous pour que en fait la vie de la résidence et surtout les résidents puissent reprendre une vie «normale» entre guillemets bien sûr, avec leur famille et notamment lors des visites. Donc voilà pour ce qui était comment impliquer les bénéficiaires au sein de notre structure. Je pense que je suis bien dans les temps. Parfait. Merci Madame Genel. Donc effectivement, il y a eu donc l'implication des résidents à travers donc des échanges nombreux que vous avez eus directement avec eux et l'implication des familles à l'aide de nouveaux outils numériques que vous avez donc déployés et donc la mise en place d'une charte qui a été donc présentée et validée à l'ensemble des résidents et des familles pour permettre donc le respect des différents protocoles mis en place au sein de la résidence. Donc, on voit l'implication là des bénéficiaires, mais au sens large, c'est-à-dire les familles et les résidents qui sont les premiers concernés. Ben, merci pour ce partage. Pour le deuxième temps, je vais laisser Lise présenter. Voilà. Donc c'est vrai que l'intérêt des éléments présentés avant, c'est qu'on voit bien quand même que ce soit des clients, des bénéficiaires, des usagers, ça peut avoir évidemment un impact sur le fonctionnement interne de la structure. Et ce qui est intéressant dans les exemples, c'est que le lien s'est fait entre des besoins externes de patients ou d'usagers, mais sans oublier l'impact et les besoins des professionnels qui doivent être travaillés en parallèle finalement, parce que sinon on crée des déséquilibres entre des réponses à des besoins externes, mais en même temps des exigences qui pèsent aussi sur les professionnels et les travailleurs, et tout ça c'est à combiner pour trouver des compromis de co-construction aussi, de fonctionnement et de solutions. Le deuxième type de collectif qu'on a voulu mettre en évidence, c'est le collectif des professionnels au sens large, où là, on retrouve les questions d'intermétiers ou d'interservices, en tout cas de différentes populations qu'on retrouve dans les structures et qui ont un intérêt aussi à se parler sur des sujets en particulier et qui posent des questions de comment on anime ça, pourquoi faire et qu'est-ce qu'on y gagne finalement. Donc je vous propose de continuer le témoignage en ayant de nouveau l'intervention de Madame Anex Dao et je vous donne la parole. Super, merci. Donc là, je vais parler du travail mené avec vous, Lise, sur identifier vraiment les situations de travail et les freins à la performance pour le pôle médiation. Il faut savoir que dans notre association, donc en gros, il y a 2 pôles, mais bon, on est moins de 50, on n'est pas on est une structure, on se lève et on va se parler hein, quand même. Même avec, si le télétravail a modifié des choses dans nos relations, on veille quand même au lien social et au contact aussi avec nous et d'éviter d'avoir une pensée par mail. Des petites choses comme ça. Mais bon, toujours est-il qu'en effet, le travail et les rencontres que vous avez pu mener avec le pôle médiation, c'est-à-dire il y avait des représentants médiateurs sociaux, c'est eux qui sont le plus grand nombre. Ils étaient, je crois, après, pour les détacher, ce n'était pas simple. Hein. On travaille à Rennes sur une amplitude de 7 heures le matin à minuit. Alors, sachant qu'avec le couvre-feu, on a réduit les soirées, il n'y en avait pas. Hein. Mais bon, avec toutes ces règles sanitaires, à penser laver les mains, clac, bon, c'est vrai que c'était, comme le disait Madame Gonouel, c'est des biais forts qui ont modifié nos pratiques quand même aussi. Hein. Donc, c'était important aussi qu'il y ait un espace de parole et d'échange. Alors, entre les médiateurs référents, c'est-à-dire le premier niveau aussi de lien aussi avec, on va dire, le terrain, et les responsables de pôle
Et après, moi, la directrice et la responsable du pôle RH, voilà, qu'il y ait une synergie, bien sûr, avec l'élu CSE également, hein, qui est la secrétaire. Voilà, c'est toujours important, mais c'est quelque chose auquel on croit aussi au PIMS de Rennes, c'est la force du collectif, hein, et des échanges qu'on peut avoir et des idées qu'on peut avoir ensemble. Donc, il y a eu des différents sujets d'identifier avec vous, hein, Lise, dans le travail qui a été mené. Et par exemple, je pensais, pour donner des exemples et illustrer les propos, on a un PIMS mobile, bus France Service, qui est un utilitaire qui se déplace dans les zones rurales du territoire de Rochefoucauld Communauté, hein, dans le territoire breton, en Ille-et-Vilaine. Et donc, on va vers les habitants hein, pour proposer des services d'accompagnement aux démarches administratives. Et alors là, il y avait un sentiment un peu d'autonomie et d'accès limité. Voilà, ça, par rapport à la mission, des freins au développement de la polyvalence des médiateurs, un petit sentiment d'isolement. Voilà, il y avait pas mal de choses d'identifier. Donc maintenant, c'est le médiateur référent qui planifie à 2 mois et non à 6 mois. Ça lui permet davantage voilà, d'aller plus vite et de lui-même voir sur ces aspects de rotation aussi au niveau de l'équipe des médiateurs référents. On a mis en place aussi une formation de prise en main du véhicule, sécurité routière, conduite éco-responsable pour créer davantage aussi de polyvalence du coup pour les médiateurs sociaux et donc de rotation sur la mission. Voilà pour par exemple ce sujet-là. Dans les autres sujets, il y a eu le sentiment, bon, après renforcé aussi avec la crise sanitaire, hein, mais un sentiment de délitement un peu du lien tuteur, parce qu'on met pas mal le paquet lors de la période d'intégration. On est avec des contrats aidés, donc des contrats à durée déterminée. Alors, c'est vrai que c'est des personnes qui vont rester sur une moyenne de 18 mois chez nous. Et donc, pour éviter ce lien, on a réfléchi et on met une méthode. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'AFEST, qui est une méthode d'approche, d'intégration, ça veut dire AFEST, action de formation en situation de travail. Donc, l'objet était de l'analyser, c'est-à-dire de se créer un outil de méthode à exploiter aussi tout au long du contrat pour les managers de proximité, comme un outil d'amélioration continue, donc de s'arrêter, de faire le point sur, voilà, qu'est-ce que j'ai fait là, analyser les faits, et si c'était à refaire, voilà, comment je referais différemment, autrement, voilà, de prendre ce temps-là, d'essayer d'associer aussi les médiateurs référents davantage avec des rotations sur des réunions qui sont, elles, plus centrées sur le projet professionnel, voilà, afin de créer une cohérence dans, bien sûr, l'approche du travail mené sur le projet pro en vue d'une sortie hein, de nos médiateurs, mais aussi leur tenue à l'emploi dans les missions consacrées. Est-ce qu'il me reste un peu de temps? Et aussi sur la planification, 1 minute, la planification de l'activité où les médiateurs référents vont faire des aménagements de services pour aussi positionner leurs réunions entre eux et qu'ils sentent qu'ils aient davantage d'autonomie. Voilà, ça a été le moyen d'optimiser leur travail, d'éviter des doublons et des astuces sur un partage d'outils aussi qu'ils ont avec le pôle RH. Donc là, on a mis en place une réunion à la suite d'un sentiment d'avoir, voilà, de ne pas optimiser cet outil. Et ça a permis et ça permet d'avancer voilà, dans les nouveaux repères aussi qu'on a avec ce nouveau lieu. Ça, c'est pas évident avec aussi les pertes de repères liées à la crise sanitaire et de changer de lieu et de déménager en même temps. Donc ça aussi, votre outil Objectif Reprise a permis aussi de garder de la cohésion avec l'équipe. Ça, c'est important.
Oui, c'est ce que moi je retiens aussi de cette expérience, c'est que finalement le travail autour d'un sujet commun qui était la performance du pôle médiation, qui concerne différents métiers, a permis de créer la discussion sur le travail entre des représentations des uns et des autres sur ce qu'est le travail des autres et le sien, entre des exigences, des besoins des uns et des autres, et d'identifier des améliorations possibles, des sujets, voilà, le PIMS mobile en était un, l'intégration et le tutorat également. Voilà, de mettre en évidence des choses qui pouvaient être améliorées, mais aussi des choses qui fonctionnaient bien et les atouts du pôle, et de renforcer aussi ce collectif dans un contexte où le télétravail et la crise avaient aussi engagé des processus un peu d'isolement, en tout cas ressentis par certains. Donc merci Madame Alex Dao pour ce deuxième point. Madame Génouel, je vous passe la parole sur ce point de comment finalement, concrètement, on anime et on fait vivre des collectifs intermétiers ou interservices, et ce que ça permet aussi en termes d'intérêt et d'objectifs dans le cadre aussi d'une crise que vous avez vécue, mais peut-être plus largement également. Tout à fait. Je vous remercie. Donc, on parle bien sûr de la crise qu'on a vécue, donc qui a été une crise très particulière. Mais c'est aussi sur un type de management qu'on applique, nous, au sein de l'établissement. Donc, concernant la crise, en fait, on a eu un contexte évolutif, puisqu'on a eu tout d'abord, en fait, comme tout à chacun, le Covid qui est tombé, qui nous est tombé dessus très rapidement et qui a surtout engagé des modifications de fonctionnement dans notre établissement. Donc, il était indispensable qu'il y ait une communication importante à l'égard aussi des salariés. Parce qu'on part du principe, en tout cas chez nous, que uniquement l'information descendante sans prise de parole et d'intervention des salariés ne peut pas fonctionner. Donc voilà, donc on avait, nous, évidemment des points hebdomadaires, voire bi-hebdomadaires avec l'ensemble des équipes présentes. Alors, quand je dis l'ensemble des équipes, dans nos structures, donc ce sont les infirmières, la psychologue, les aides-soignantes, les agents d'entretien, tout l'aspect administratif, etc. Mais chacun, enfin en tout cas pour nous, il était important que chacun ait la même information. Cela permettait d'être réassuré déjà, qu'on allait maintenir notre projet qui nous est propre au sein de la résidence, à savoir, entre autres, que donc on n'allait pas isoler en chambre les résidents. Voilà, les décisions, les prendre ensemble, parce que c'est vrai que ne serait-ce que ce point-là, l'isolement, le confinement en chambre strict pour l'ensemble des résidents était quelque chose qui choquait l'ensemble du personnel. Et c'est vrai que dès que ça avait été évoqué par les médias et donc par l'État, le ministre de la Santé, donc c'est quelque chose qui dès le lundi matin, moi, mes salariés sont venus me voir en me disant: «Mais c'est pas possible, on va pas les enfermer», et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose qui a eu la communication était indispensable pour pouvoir rassurer tout le monde, pour prendre les bonnes décisions. Donc cette décision de ne pas confiner a été prise en équipe. Ça permet bien sûr de maintenir une cohésion d'équipe dans notre projet. Ça permet aussi de communiquer sans angoisser et de limiter les angoisses de chacun. Parce que c'est un moment où voilà, on a quand même une communication très importante, des échanges, des questions qui sont évoquées. On apporte les réponses qu'on a, et quand on n'a pas de réponse, on dit également qu'on n'a pas de réponse. Mais c'est important pour les équipes de savoir qu'on est ensemble. Ça a été aussi important avec notre conseil d'administration, puisque même si on ne l'avait plus physiquement, voilà, on était en lien aussi régulièrement pour échanger sur les décisions qui étaient prises, ce qu'eux ils en pensaient, et pour qu'ils nous appuient également auprès des familles sur des décisions que nous prenions. Voilà. Quand je parle de contexte évolutif, c'est que voilà, ce que je vous évoquais là tout à l'heure, c'était vraiment sur la première phase de la crise. Nous avons malheureusement aussi rencontré un cluster au sein de notre établissement, donc fin janvier 2021. Alors que nous avions débuté la vaccination. Donc c'était vraiment quelque chose de très particulier, puisque les équipes avaient l'impression qu'on allait, et puis moi aussi, hein, on commençait à voir le bout du tunnel, et malheureusement, donc nous avons eu un cluster entre les 2 injections de vaccins.
Donc la communication était encore très importante puisque il fallait bien sûr rassurer chacun pour qu'on ne transmette pas d'anxiété particulière à nos résidents. Réassurer aussi sur la capacité à gérer ensemble et maintenir une cohésion d'équipe. Et bien sûr, on s'est dans cette période-là si particulière, on a vu le poids important du collectif et comment est-ce que, du fait des absences importantes engendrées par le Covid, puisque les salariés ont aussi été touchés, comment le collectif, comment l'équipe a pris le dessus et a su prendre les bonnes décisions pour maintenir un accompagnement de qualité. Comment chacun s'est vraiment approprié son rôle, hein, puisqu'on avait quand même plus de la moitié des effectifs qui étaient absents, voire les 3/4 sur 2-3 jours, voire même un peu plus. Donc comment chacun comment la force du collectif a été mise en avant pour maintenir un accompagnement de qualité. Et c'est vraiment ça qui, pour nous, est le plus important, en fait. Vraiment l'esprit d'équipe, la force du collectif, et comment ensemble, tout à chacun dans son propre métier, on peut faire avancer le groupe, en fait. Voilà. Oui. Là, ce qui est vrai que c'est intéressant, c'est que ça illustre 2 points finalement possibles de ces temps et de ces collectifs. C'est à la fois le fait d'utiliser aussi et d'animer ces collectifs pour donner du sens à des changements, à des décisions qui parfois s'imposent venant de l'extérieur, mais qui peuvent être discutées et parfois réadaptées. Donc c'est plutôt comment voilà, on donne du sens, on partage, on débat de changements. Et puis, le deuxième élément, c'est comment on se sert du collectif et on s'appuie sur le collectif pour réguler face à des difficultés, à des besoins de réajuster au quotidien des organisations qui ne tiennent plus face à voilà, des aléas. Et le Covid en était un gros. Donc, merci beaucoup de ce point-là. Je passe la parole à Coralie pour le dernier temps sur le dernier type de collectif qu'on va évoquer. Effectivement, là, on voit à quel point le collectif, les professionnels entre eux se sont entraidés et ils étaient au plus près du terrain et ils ont pris des initiatives, ils étaient autonomes pour prendre ces décisions et agir dans la précipitation et dans l'urgence. Et on a pu percevoir que du coup, il y avait des initiatives qui se prenaient et qui permettaient donc de répondre à l'urgence. Mais à travers ça, comment la direction se positionne, comment la direction accompagne ces équipes, puisque on voit bien à travers vos témoignages qu'il y avait beaucoup d'informations, qu'on pouvait repartir vers des informations très descendantes, mais comment on prend en lien comment on prend en compte le collectif et quels sont les enjeux qu'il y a, le fait de préserver ces équipes. Donc, je vais laisser Madame Jonouel introduire ce sujet-là. Bien, je vous remercie. Donc, en fait, oui, sur le dernier sujet, donc pour nous, le management, en fait, déjà de base, le management qu'on utilise au sein de notre structure, c'est plutôt un management participatif, en tout cas proche. Alors nous, on a une structure qui regroupe à peu près une 50aine de salariés. Voilà, donc pour nous, c'est important, en tout cas pour moi, que ce soit un management participatif, proche, et avec et où la valeur de chacun, la valeur de la parole de chacun, pardon, est importante. Alors les enjeux pour moi du lien entre le management et le manager et son équipe, pour moi, c'est d'abord avant tout une cohésion d'équipe. Ça, c'est indispensable. Par rapport à la crise qu'on a vécue, en fait, c'est vraiment aussi alors éviter la fatigue. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le mot éviter qu'on peut dire, mais en tout cas faire en sorte que la cohésion d'équipe permette de supporter en tout cas la fatigue, de la supporter ensemble et de la traverser ensemble. Voilà. Le soutien, pour moi, le soutien de la direction est important. Et je dirais même que ce soutien de la direction permet aussi un soutien réciproque, hein, c'est-à-dire que les équipes savent aussi, en tout cas, moi, m'ont retransmis plusieurs fois, il faut aussi qu'on prenne soin de vous, parce que si on n'a plus de capitaine au niveau de notre navire, on ne va pas y arriver. Donc voilà, donc c'était vraiment une réciprocité importante.
et indispensable pour qu'on arrive à bien fonctionner. Les autres enjeux, c'est aussi la compréhension des souffrances de chacun, psychologiques, physiques, en fonction du métier qu'on fait, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes métiers, donc on n'a pas forcément les mêmes souffrances, entre guillemets, mais la souffrance psychologique était bien présente pour chacun de nous, puisque nous avions surtout une grosse crainte, c'était que le virus rentre, et surtout que, puisque nous accompagnons bien sûr des personnes très fragiles, de savoir que potentiellement l'un de nous pouvait le faire rentrer dans l'établissement et le transmettre aux résidents et qu'il puisse y avoir beaucoup de décès. Donc ça, c'était vraiment des souffrances psychologiques importantes sur lesquelles nous avons beaucoup échangé. Alors même si ça peut être des échanges formels ou des échanges informels, mais voilà, c'était vraiment quelque chose d'important. On échangeait aussi sur les problématiques de chacun. On a eu en tout début d'épidémie des problématiques de garde d'enfants qui se sont posées, puisque même si la loi imposait aux écoles ou aux crèches d'accueillir les enfants de nos personnels, c'était pas toujours le cas. Donc il a fallu une intervention de ma part à quelques reprises pour que les personnels continuent à venir travailler, parce qu'ils voulaient vraiment travailler, et pour voilà, que chacun ne se sente pas seul et que tous ensemble on soit épaulés. Il y a eu aussi de l'entraide entre chaque salarié, entre quel que soit le rôle de chacun, mais également une forte présence sur le terrain, en tout cas de ma part, et des différentes équipes encadrantes, que ce soit les infirmières essentiellement, la psychologue ou l'ergothérapeute, parce que pour moi, ce management-là, en tout cas, est indispensable. Si on veut garder cette cohésion d'équipe, hein, si on veut continuer à trouver des solutions au quotidien sur les différentes problématiques que l'on peut avoir, pour nous en tout cas, un management directif n'est pas envisageable. On a bien sûr des problématiques, comme dans beaucoup de secteurs, de recrutement, et si on n'implique pas chacun à son niveau, ça ne peut pas fonctionner. Et on l'a vu vraiment dans cette période sanitaire un peu différente, difficile, où pour le coup, on n'a pas eu tant de difficultés de ça que nous, de personnel, puisqu'on a vraiment eu une équipe, hein, soudée. Et on s'est rendu compte en faisant le bilan avec vous, avec l'ARACT, avec les équipes, on a eu une salariée qui, pour le coup, elle a eu le Covid sur le cluster et s'est mise à pleurer quand on faisait la restitution, puisqu'elle a dit: «Quand je suis partie, j'ai eu l'impression d'abandonner le navire». Et ça a vraiment été quelque chose d'important, et voilà, et c'est vraiment ça, en tout cas, nous, qui ressort. Et là, on part du principe, enfin, on essaye en tout cas de se projeter sur autre chose et de se dire qu'on est à la fin de cette crise, et c'est vraiment ça qui ressort, c'est-à-dire que cette cohésion d'équipe, qui était importante avant, mais qui a été encore plus importante là, et cette force qu'on en retire grâce à un management vraiment qui s'adapte et qui est au plus proche du terrain, en tout cas. Voilà pour moi. Merci Madame Genoued. Effectivement, on voit à travers votre témoignage donc l'importance de prendre en compte les difficultés personnelles des équipes, et l'importance aussi de la présence des équipes encadrantes et des directions sur le terrain pour accompagner au plus près les équipes et écouter et entendre les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Madame Alex Dao, merci à vous aussi de partager un peu votre point de vue sur le collectif des équipes et de leurs encadrants. Bon, déjà bravo, hein, aussi à l'équipe donc de la résidence Notre-Dame, parce que c'est vrai que quand même les soignants étaient en première ligne. Et bon, le PIMS Médiation Rennes, même si on est sur les actions des services essentiels, hein, donc on a quand même, bon, sur le premier confinement en tout cas, on n'a pas eu d'activité, hein. On était comme beaucoup sous l'effet de la stupéfaction, de la sidération comme on dit, hein, et puis de l'ajustement de nos activités, notamment dans les transports aussi en commun. Donc, en effet, c'est les enjeux du lien, ça passe beaucoup, et évidemment par un management participatif et collaboratif, hein, et la question du sens, vous en parliez, Lise Delcourt, c'est essentiel dans son travail. Donc, il importe
pour tout bon manager de vérifier quand même si le sens est toujours présent et la perturbation d'une crise sanitaire inédite mondiale allait de toute façon modifier les choses. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit également patient en tant que manager, si tant est, c'est facile des fois de dire les choses, hein, voilà, loin de moi le souhait d'être donneuse de leçons, où je partage voilà, mon expérience et c'est mon point de vue. Et donc l'objet, c'est aussi, pour ma part, d'être dans cette patience-là aussi. Certaines personnes n'ont pas les mêmes capacités pour rebondir sur tous ces changements et changements de rythme. Et comme l'évoquait Madame Génoal, il y a en effet garder ses enfants, enseigner à ses enfants, avec le télétravail, avec le fait d'aller au travail, enfin, toutes les contraintes hors sanitaires aussi qui rentrent en jeu. Et donc, sur le premier confinement, on a quand même tenté de dialoguer. Alors, il y avait une prise en charge, hein, un chômage partiel pour la majorité des salariés, sauf 3 de mes collaborateurs et moi-même. Donc, et là, l'objet, c'était d'être toujours, bien sûr, bienveillant, hein, et de veiller au rythme de la vie personnelle, puisque, de fait, elle pénétrait le monde professionnel. Donc, il y avait quelque chose là quand même à veiller. Et ça n'a pas été simple. Et je pense que voilà, les choses s'ajustent. Et je sens que les choses s'ajustent. Ça commence. Je pense que l'équipe là prendra peut-être davantage la mesure, enfin leur pleine efficience à la rentrée, en septembre prochain. Si tant est qu'il n'y ait pas autre chose qui nous tombe dessus à l'automne prochain. Mais bon, l'objet, c'est toujours donc d'avoir cette flexibilité d'esprit, cette ouverture pour échanger et se dire comment voilà, on retombera sur nos pattes. Et il y a eu un séminaire, en effet, avec l'équipe d'une journée, l'été 2020 aussi, pour se dire voilà, comment on réagira si rebelote. Et finalement, il n'y a jamais eu rebelote pour nous, puisqu'on a gardé nos activités ensuite de services essentiels. Donc, il y a aussi un management structurel qui est pensé pour gérer les échanges dans des espaces consacrés. Hein, et donc, il y a des réunions. Et pour tous les salariés, on avait une réunion mensuelle, un peu plénière, même s'il y a un temps d'échange à la fin. Mais bon, réunir un peu moins de 50 salariés, ce n'est pas simple hors plénière. Donc, bon, au regard de l'étroitesse de nos lieux, et puis les lieux extérieurs pour grands pour accueillir de nombreuses personnes étaient tous fermés. Donc, il a fallu qu'on s'adapte et notre réunion de service mensuel a été déployée en 4 bimensuels. Voilà, pour info. Hein, parce qu'on avait des locaux, mais qui pouvaient réunir que 8 personnes, je crois. Voilà, donc on a fait ça, on le fait toujours. Maintenant, on est passé, puisqu'on a des locaux plus grands, on a une salle qui réunit 22 personnes avec les règles Covid, qui logiquement, c'est donc une quarantaine de personnes, logiquement. Bon, ben là, on fait toujours une bimensuelle, mais on fait que 2 réunions. On a gardé le rythme bimensuel parce qu'il faut s'économiser aussi l'énergie. Et je fais ce qu'on appelle une RANC, c'est une réunion donc mensuelle avec la première strate, on va dire, du management, enfin première strate, première et deuxième, donc, et on est 12. Et donc là, j'avais mis en place le co-développement professionnel. Je ne sais pas si vous connaissez cette démarche vraiment qui est une méthode d'apprentissage en groupe qui consiste à apprendre les uns des autres en échangeant sur la pratique et les savoir-faire de chacun. Donc, il y a un animateur de séance. On met en place, on a un jeu qui permet de visualiser comme un jeu de loi les étapes du co-développement professionnel qui a été créé par une équipe de coachs. Elles ont l'association Le Jeu de Sable. Et là, elles lancent, d'ailleurs, je crois, elles ont lancé un crowdfunding à ce sujet. Et donc, les tilts vont sortir.
Et donc, nous, on a travaillé depuis 3 ans, on travaille sur le prototype Tilt. On est branché sur les prototypes au PIMS, Médiation RED. Et alors, super en présentiel, mais alors 12 en visio, ingérable. Enfin, regardez les expressions du visage, le langage du corps, les hésitations. Même eux l'ont mal vécu, c'est-à-dire que je ne pouvais pas gérer les post-it sans voir ce qui se passait aussi au niveau des participants. 12. Et puis pour en avoir échangé avec d'autres animateurs de Codev Pro, 12 c'est trop difficile, il faut faire 6 en visio. Et là on s'est retrouvés en mai en présentiel, on était trop heureux. Vraiment, c'est un outil puissant de collaboration, de méthode donc vraiment participative et collaborative dans le management. J'y crois beaucoup, hein. Donc, ça a été créé, le co-développement professionnel, par 2 Canadiens, Champagne et Paillettes. Ils étaient faits pour se rencontrer, tellement il y a une note festive. Et c'est un outil vraiment stimulant pour ce cadre qui favorise le processus de consultation, de recherche conjointe, d'entraide et de bienveillance. Et tour à tour, les protagonistes, enfin les salariés, vont être tour à tour clients et consultants. Et là, aujourd'hui, on est arrivé aussi où l'animation, c'est non plus moi qui vais faire l'animation, on va tourner dans l'animation. Donc, on s'ouvre aussi, voilà. Donc, on fait Et je conclus ainsi. On voit à travers votre témoignage, merci Madame Dao, c'est qu'en fait, voilà, la crise a bouleversé de nombreuses pratiques et on voit à travers vos 2 témoignages qu'il y avait une priorité, c'est de préserver des temps d'échange avec les équipes autour d'un projet commun pour retrouver aussi du sens au travail et garder les valeurs du projet qu'on peut avoir au sein de l'établissement et qu'on partage au sein de l'établissement. Donc là, je vais laisser conclure Lise sur ce temps de webinaire et après, on prendra un temps pour répondre à vos questions. Donc merci, c'est vrai, à ces témoignages, hein, ces illustrations. C'est vrai que finalement, ce qu'on entend, c'est tous les moyens, toutes les méthodes, tous les outils, et sur 3 types de collectifs, mais il y en a bien d'autres, qui permettent de faire parler du travail, du quotidien, que ce soit dans les logiques de résolution de problèmes, dans des logiques de régulation du travail en période de crise, que ce soit dans le cadre de projets, ou pour faire monter en compétences également. On voit que ces espaces prennent des formes et des modalités différentes, mais sont essentiels. Et l'ont été encore une fois, et même s'ils ont dû s'ajuster, il y a des choses qui sont restées, il y a des innovations aussi qui ont pu émerger de cette période-là. Ce qu'on avait envie, nous, finalement de reprendre, c'est que ce qu'on a évoqué là tout au long de ce webinaire, c'est les espaces de discussion sur le travail, finalement. On a parlé de ça, et dans leur diversité, pardon, en référence notamment à ce qu'on peut porter dans les démarches qualité de vie au travail, comme cet outil d'espace de discussion sur le travail, il est essentiel. On parle bien d'espace collectif, peu importe le nom, hein, groupe de travail, groupe métier, réunion d'équipe, qui permettent une discussion et une mise en débat des questions du travail. Et c'est ça le cœur de ce que vous nous avez évoqué. Ça vise à partager des éléments de vécu et d'expérience sur le travail, individuel ou collectif, de parler des conditions de travail, de parler des effets. Et la logique quand même, on l'a entendu plusieurs fois, hein, c'est pas simplement de libérer la parole, mais c'est surtout de se tourner vers l'action. Et comment on surmonte, comment on met en place des actions, des démarches plus ou moins innovantes, et de faire évoluer le travail et les conditions de travail. Donc, il y a vraiment une logique de passage à l'action de ces espaces. Ce sont aussi des espaces de discussion qui sont inscrits dans l'organisation du travail. Vous l'avez dit, avec les contraintes que ça impose, comment on réunit les gens, comment on les libère, le temps de travail, qui on met autour de la table, combien, du présentiel, de la visio. Mais en tout cas, on est bien dans des espaces inscrits dans l'organisation du travail parce qu'ils doivent être accessibles et réellement porteurs dans le cadre du lien
qu'ils auront ensuite avec ce qui se produit dans les espaces de discussion et ce qui est entendu derrière dans des espaces qui peuvent être les institutions représentatives du personnel, les espaces de dialogue social ou les espaces décisionnaires, comité de direction ou autres instances. Et c'est vraiment le lien entre ces différents lieux qui est à construire. Et puis, l'enjeu aussi, c'est une prise de décision qui soit au plus proche du terrain, de la réalité, du quotidien. C'est ce qu'on a bien entendu dans vos exemples, c'est de s'ajuster au maximum à ce que vivent les professionnels et à leur expertise, y compris en intégrant aussi les besoins des bénéficiaires ou des usagers, comme on les a évoqués. Le dernier élément sur ces espaces de discussion, c'est, vous l'avez illustré, ces différentes modalités, en tout cas différentes questions à se poser. On a bien vu que les espaces de discussion, ils peuvent avoir différents objectifs. C'est le pourquoi. Ça peut être de réguler collectivement l'activité, notamment dans la période de crise. Ça peut être de favoriser la concertation sociale, de débattre, de laisser la place au débat, notamment pour donner du sens à des évolutions, à des changements, à des prises de décision. Ça peut être de résoudre des problèmes très précis. Voilà, le PIMS mobile qui était illustré en était un. Et puis de soutenir le développement professionnel, la montée en compétences en profitant de ces temps-là pour partager des pratiques, des savoir-faire et aider à l'intégration ou au parcours professionnel dans la structure. On a la question du quand aussi. Est-ce que c'est dans le cadre d'un projet de changement? L'exemple du déménagement en est un. Et comment on co-construit des projets en utilisant la parole des professionnels. Ça peut être ponctuellement face à un contexte particulier, le Covid en était un. Et puis, en continu également intégré au processus d'amélioration continue d'une structure, voilà, les réunions d'équipe, les revues de projet, les temps de régulation qui peuvent être des temps en continu. La question du qui, alors dans le qui, il y a deux choses. On a parlé des participants, mais il y a la question de l'animation, qu'on n'a pas beaucoup évoquée là, mais même si vous l'avez illustré, puisque vous étiez en animation la plupart du temps. Mais la question de l'animation n'est pas neutre parce que c'est derrière à la fois des compétences d'animation, à la fois de la préparation, de la formalisation, et puis de la légitimité pour animer ces éléments-là, et puis aussi instaurer un cadre de confiance et de parole qui n'est pas forcément évident. Et puis à la question des participants, le but pour parler du travail, c'est de mettre en lien les gens qui sont concernés par ce travail. Et donc, ce n'est pas forcément tout le monde en même temps. Il y a cette question de la taille. Est-ce qu'à 12, on peut produire la même chose qu'à 6 ? Non. Probablement pas. Donc, il y a ces questions-là. Et puis, la question de la diversité, le but, c'est de croiser les regards. Donc, d'apporter des regards différents, c'est intéressant. Et le dernier point, c'est le comment. On a évoqué ça, c'est un espace collectif. Il y a d'autres espaces plus individuels qui sont complémentaires, mais on n'est pas sur de l'espace de discussion sur le travail. L'objet principal, c'est le travail réel. On a des règles de fonctionnement partagées qu'il faut poser au départ et peut-être construire au départ avec le groupe. Ce sont des temps inscrits dans l'organisation et on est bien sur une finalité où le but, c'est l'action. Que les décisions se prennent dans l'espace de discussion s'ils le peuvent, oui ou pas, parce que parfois la décision, elle relève d'autres instances, mais en tout cas, il y a une logique d'action qui est importante. Donc voilà en synthèse et par rapport à ce qui a été évoqué, ce qu'on vous propose, c'est voilà, de vous renvoyer vers des ressources qui existent dans le réseau. Il y a 2 guides, un guide au niveau national sur les espaces de discussion, le 10 questions. On a aussi produit un guide un petit peu plus opérationnel sur la base d'expérience en Bretagne. Il existe aussi un kit de déploiement et d'animation des espaces de discussion. On vous évoque voilà, tous ces éléments-là. Vous retrouverez ça sur le support. Ce qu'on vous propose là en quelques minutes, s'il y a besoin, c'est de répondre aux questions, aux remarques qu'il y a pu y avoir dans le fil de discussion, et je laisse Coralie nous partager ça. Il y a eu une question. Il y a eu une question au moment de l'intervention de Madame Genouel. Elle a déjà répondu, mais on va la partager, cette question-là. C'était voilà, au niveau des salariés, comment ils ont été entendus? Est-ce qu'il y a eu des entretiens individuels? Et est-ce que les entretiens individuels ont permis de renforcer la cohésion d'équipe? Et là, Madame Genouel, je vais vous laisser répondre et pas relire simplement votre Oui. question. Alors en fait, les entretiens individuels, il y en a eu de sortes. On
on a mis comme point d'honneur de maintenir les entretiens individuels annuels pendant la période Covid, parce qu'on ressentait le besoin de chacun de pouvoir discuter en tête-à-tête avec son manager, hein, parce que ces entretiens individuels sont vraiment des moments importants. Donc, on les a maintenus. Et puis, il y a bien sûr eu des entretiens individuels beaucoup moins formalisés quand le salarié en ressentait le besoin, ou quand nous, ou moi, j'estimais que le salarié pouvait en avoir besoin. Donc, voilà, donc il y a eu ces deux types, enfin ces deux, voire ces trois types d'entretiens individuels qui ont lieu sur toute la période, bien sûr. Voilà. Merci. Et puis, c'était, voilà, au niveau questions, on a eu cette question-là. Donc, si vous avez d'autres remarques ou d'autres questions, n'hésitez pas à le faire. Là, on a... Madame Alex Dao avait voilà, indiqué, lever sa main, donc peut-être un complément. Je voulais seulement rajouter un autre élément. Tous ces éléments vertueux corroborent un cadre officiel et national relativement méconnu, les éléments de démarche pour les projets territoriaux de développement durable. D'accord, donc peut-être se référer également à ce cadre officiel dont vous parlez, Monsieur Yann, à développer un autre moment. Madame Alex Dao, on va vous laisser. Oui, moi je tenais donc à rester dans la même logique, à vous remercier, à remercier quand même l'ANACT et l'ARACT pour le travail de qualité. Hein. Vous êtes des professionnels, je trouve, avec une écoute particulière, assez exceptionnelle quand même, un travail de synthèse, un professionnalisme, une clarté qu'il était important de dire aussi ici. C'est aussi le lieu où on peut dire ces choses-là. Et donc, saisissez-vous de ces mesures qui existent, dont parfois on n'est peut-être pas au courant, je ne sais pas. Je ne sais même plus comment moi je suis arrivée dans ce champ-là et comment finalement on s'en est saisi, nous, au PIMS. On a essayé de faire quelque chose au départ breton et mes collègues, mes homologues étaient trop submergés voilà, par la crise sanitaire ou par d'autres projets aussi qui étaient les leurs. Voilà, on a voulu illustrer et on illustre avec Madame Génoil, c'est pas simple dans un EHPAD, hein, mais bravo d'avoir pris ce temps-là. Et c'est vrai que ce temps-là fait gagner par ailleurs énormément. Après, je pense que tout le monde ici présent en est convaincu. Mais voilà, là, on dispose quand même d'une structure aussi professionnelle. C'est vrai que c'était, si je le rappelle aussi, c'était une démarche qui nous a coûté que du temps et nos méninges, mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc saisissez-en vous pour les autres dispositifs proposés par l'ANACT, ARACT. Voilà. Merci à vous pour votre témoignage et votre retour. Seulement une petite précision, effectivement, vous parlez d'objectifs reprise et moi d'objectifs télétravail. On parle bien de la même chose parce qu'il a évolué. En fait, quand ce dispositif proposé par le ministère du Travail a évolué d'objectif reprise à objectif télétravail et aujourd'hui il s'appelle objectif télétravail. Et donc, il s'adresse à toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Merci à vous, merci aux participants d'avoir écouté nos interventions, des témoignages et nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt, je l'espère. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. J'arrête l'enregistrement.